Nous arrivons maintenant sur la fin de ce chapitre 2, à savoir le positionnement. Donc, je vous en parle depuis le début, le positionnement c'est très important, c'est finalement la dernière étape de la stratégie marketing et vous avez compris toutes les étapes qu'il a fallu faire au préalable pour justement définir un positionnement qui soit clair. Alors qu'est-ce que c'est finalement que le positionnement? C'est ni plus ni moins la position que vous voulez donner à votre offre aux yeux des clients. Donc si vous voulez que la valeur perçue de votre offre soit supérieure à celle des concurrents, il faut que le positionnement il soit vraiment clair. Donc l'objectif ici il est double. Donc pour l'entreprise, le positionnement, c'est celui qui va donner la direction aux autres fonctions et c'est de lui que va dépendre l'ensemble du mix marketing, à savoir toutes les politiques de produits, de prix, de communication, de distribution. Et pour le consommateur, le positionnement il est très important parce que c'est celui qui permet de donner une position, de définir une valeur perçue par rapport aux offres concurrentes. Donc le positionnement, vous l'avez compris, c'est très important. On va parler maintenant du positionnement perçu versus le positionnement souhaité. Parce que malheureusement, les entreprises veulent parfois donner un positionnement à une offre qui n'est pas perçue de la bonne façon par les consommateurs. Donc le positionnement souhaité peut être différent du positionnement perçu. Parce que le positionnement souhaité va dépendre de quoi finalement? De tous les éléments que l'entreprise va mettre en place au niveau de son mix marketing. Le produit que vous allez choisir, le prix que vous allez choisir, la politique de communication, les canaux de distribution, etc. Tout ça, ça va dépendre en fait. Tout ça, ça va définir votre positionnement. Et vous allez envoyer une image au consommateur en espérant qu'elle soit perçue de la bonne façon. Mais en face, le consommateur, il a quoi? Il a d'autres offres en face de lui, les offres de vos concurrents. Il a des croyances, il a des croyances qui peuvent être vraies ou fausses d'ailleurs. Il a des sentiments. Il va analyser les bénéfices perçus, les coûts perçus. Il va regarder le prix, etc. Il va faire une analyse de tout ça qui ne va pas forcément être rationnelle. Et donc, il va percevoir un positionnement qui ne sera pas forcément le positionnement souhaité. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce cas. Je vais donc vous donner l'exemple de Lacoste. Le positionnement souhaité par Lacoste, c'était plutôt sport chic, élégant, du haut de gamme, lié plutôt au milieu du tennis. Et ça a été perçu par les consommateurs comme étant plutôt une marque rebelle, plutôt urbaine, plutôt street. Et finalement, l'entreprise a réussi à prendre ce virage-là et à positionner son offre sur deux segments différents. Parce qu'aujourd'hui, Lacoste, c'est à la fois une marque pour les CSP+, donc c'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle plutôt élevée, avec des revenus plutôt élevés, plutôt chic. Mais c'est aussi la marque plus urbaine et plus street. Donc dans le positionnement, vous avez deux dimensions à intégrer. La première, ça va être l'identification. L'identification en fait de votre offre pour la rattacher à un univers de référence. Je vous donne un exemple. Si je vous parle du comté ou du Beaufort, vous rattachez tout de suite dans votre esprit à un univers qui est l'univers du fromage. Et si je vous parle de chips, vous allez rattacher ça plutôt au milieu de l'apéritif, au domaine de l'apéritif. Et pensez à l'apéricube. L'apéricube, ça a été très innovant parce qu'en fait, ça a été le mix de finalement deux secteurs qui se rencontraient. C'était le milieu du fromage et le milieu de l'apéritif qui se retrouvaient. Et la proposition de valeur, elle était innovante. Mais il a fallu rattacher les apéricubes à un univers de référence. Donc là, plutôt finalement apéritif que fromage. Et c'est un produit qui a très bien marché. Le deuxième élément, la deuxième dimension dans le positionnement, ça va être justement votre axe de différenciation. Et ça, c'est très important. Parce que c'est grâce à votre axe de différenciation que votre cible va comprendre finalement comment vous vous différenciez de vos concurrents. Donc vous voyez, ça fait vraiment écho à ce qu'on a dit dans la stratégie d'entreprise. Donc vous pouvez axer ce positionnement sur les performances et les attributs du produit. Pensez par exemple à la caméra GoPro. C'est la caméra haut de gamme des sports outdoor. Et cette caméra, en fait, on sait tout de suite, quand on rattache à l'univers de référence, on voit tout de suite que cette caméra elle est positionnée comme étant très haut de gamme, mais grâce à ses caractéristiques. On ne pense même pas au prix, on ne pense même pas à tout le reste parce qu'on sait en fait que cette caméra, c'est celle qui permet d'avoir les meilleures vidéos en caméra embarquée, etc., qu'elle est extrêmement solide, elle va sous l'eau, elle peut se prendre des chocs, etc. Donc c'est les attributs du produit qui ont fait finalement le positionnement de l'entreprise, enfin du produit. Ensuite, vous pouvez aussi vous positionner par rapport à l'imaginaire de la marque et du produit. Donc là, on va reprendre l'exemple de Evian qu'on a vu au début du cours. Donc Evian, c'est la marque jeunesse, c'est l'eau en bouteille qui vous rend plus jeune. Et finalement, c'est grâce à ce positionnement-là qu'ils ont réussi à gagner des parts de marché, à augmenter leur prix finalement et à dégager des marges importantes. Ensuite, vous pouvez aussi vous positionner en fonction des publics auxquels votre offre est adressée.
Pensez par exemple à l'entreprise LinkedIn qui va s'adresser principalement aux professionnels. On sait que LinkedIn, c'est le réseau social pour les pros. Et bien en fait, ils se sont différenciés en fonction du public qui est visé. Ensuite, vous pouvez aussi choisir un axe de positionnement en fonction des modes de consommation. Et je vais vous donner un exemple ici d'un vélo français pliant qui est le vélo de référence pliant en France. C'est le vélo EOVolt. C'est une marque française qui est basée à Lyon, une entreprise française. Et ce mode d'utilisation d'un vélo pliant urbain, mais finalement mobile, qu'on peut mettre dans le train, dans le coffre de sa voiture ou sur son balcon, c'est un mode d'utilisation qui permet vraiment une différenciation très forte. Alors ces axes de différenciation ne sont pas exhaustifs, mais ça vous donne un ordre d'idée de ce que vous pouvez déjà faire pour positionner votre offre. Donc pensez bien à rattacher un univers de référence et ensuite à vous différencier des concurrents en choisissant un axe de différenciation. Pour choisir cet axe de différenciation, en marketing, on parle souvent du triangle d'or du positionnement. Parce qu'en fait, on va prendre en considération 3 choses. La première chose, ça va être les attentes de votre public, donc les attentes de vos consommateurs. Ces attentes-là, vous les connaissez parce que vous les avez étudiées dans votre étude de marché. Donc vous les maîtrisez, vous savez à quels besoins vous allez répondre. Ensuite, votre positionnement va dépendre de la position des concurrents sur votre marché. Et une fois encore, dans votre étude de marché, vous avez étudié l'offre, vous avez étudié vos concurrents. Vous connaissez leurs forces, vous connaissez leurs faiblesses, vous connaissez quelles sont leurs propositions de valeur et quels sont leurs positionnements. Donc vous allez prendre en considération ça aussi dans votre positionnement. Et la troisième et dernière chose à prendre en compte, ce sont les attributs de votre produit. Et donc ça va dépendre de ce que vous proposez. Quels sont vos produits, quels sont vos services et comment vous allez les différencier en fonction de ces attributs, grâce à ces attributs-là. Et ça va vous permettre aussi de garder ça en tête pour le chapitre suivant parce que vous allez définir votre offre, vous allez définir votre MVP, vous allez voir ce que c'est un peu plus tard. Et donc, vous allez pouvoir peut-être peaufiner votre offre en fonction du positionnement que vous avez décidé maintenant. Je vais vous présenter maintenant quelques stratégies de positionnement. Il y en a d'autres, mais ce sont les principales stratégies à avoir en tête quand on réfléchit à son positionnement. La première stratégie, c'est être le leader et rester le leader. Pensez à Blablacar, pensez à Airbnb. Blablacar, ce n'était pas la première société à tenter de proposer des services de covoiturage en ligne, mais pourtant c'est celle qui a aujourd'hui le principal monopole en Europe, parce qu'ils ont réussi justement à capter la demande et à répondre à un besoin. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est de se positionner comme étant la première entreprise européenne de covoiturage et d'être leader sur le secteur. La deuxième stratégie possible, c'est d'attaquer le leader directement. Donc pensez par exemple à Burger King qui attaque McDonald's sur le marché du fast-food. Très clairement, Burger King, on voit qu'ils sont suiveurs mais qu'ils attaquent le leader et ils vont baser toute leur communication là-dessus. Ensuite, vous pouvez aussi exploiter une faiblesse du leader. Et là, je pense notamment à la communication qu'utilise parfois The Body Shop en démontrant que les produits The Body Shop ne sont pas justement testés sur les animaux. Et ça sous-entend que les concurrents testent les produits sur les animaux et qu'eux ne le font pas et donc ils ont un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et donc la proposition de valeur est claire aux yeux du client. Et enfin, vous pouvez tout simplement créer un nouveau territoire. Pensez aux machines Nespresso. Quand ils ont lancé leur première machine Nespresso, leur première capsule originale, c'était les premiers, ils ont innové. Ensuite, le brevet est passé dans le domaine public et ils ont eu toute une multitude de concurrents qui sont rentrés sur le marché, plein de nouveaux entrants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé encore un nouveau territoire. Ils ont créé une deuxième machine, la machine Vertuo, avec des nouvelles capsules. Qui sont vendus encore plus cher, mais qui offrent un avantage concurrentiel que les autres n'ont pas. Ils ont encore créé un nouveau territoire. En stratégie, quand on crée un nouveau territoire, on appelle ça la stratégie océan bleu versus la stratégie océan rouge qui serait, elle, plutôt concurrentielle. Donc on imagine l'océan bleu, il est vide, il n'y a personne, il n'y a aucune marque, il n'y a aucune entreprise qui s'est lancée sur le marché. Et c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des parts de marché. Mais si c'est facile de rentrer sur un océan bleu, il faut imaginer que ça va aussi attirer des entrants potentiels. Donc s'il n'y a pas de concurrence à court terme, on peut imaginer qu'à moyen terme ou long terme, on va avoir des concurrents. Alors que la stratégie océan rouge, il y a déjà des concurrents sur place. Et donc si on trouve finalement un positionnement différenciant qui apporte de la valeur, et si notre valeur perçue elle est supérieure à celle des concurrents, on peut très bien réussir sur un marché qui est océan rouge et qui est donc concurrentiel. Pour vous aider à visualiser le positionnement des offres concurrentes et placer en fait votre offre par rapport aux autres, je vous propose un outil qui s'appelle le mapping. Le mapping, il vous permet donc de visualiser votre offre par rapport à celle des concurrents. Alors c'est tout simplement un graphique avec 2 axes. Le plus difficile, c'est de définir quels sont vos axes. Vous pouvez par exemple choisir un axe avec le prix, donc un prix fort ou un prix faible, et un axe avec la qualité forte ou qualité faible.
c'est le mapping le plus facile, le plus courant. Mais vous pouvez aussi définir d'autres critères pour créer des mappings encore plus personnalisés. Je vous montre ici à l'écran un mapping, par exemple sur le marché des vêtements de trail. Et ici, on peut comparer les différentes offres, les différentes marques sur le marché avec un mapping à 2 dimensions, la qualité et le prix, comme je vous disais juste précédemment. Et on peut placer les différents concurrents en fonction de leur qualité-prix. On voit qu'il y a des entreprises qui vont se démarquer, qui vont être plutôt axées sur le premium, donc avec un prix élevé et une qualité élevée. Et les entreprises qui vont être plutôt positionnées et focalisées sur une qualité un peu plus faible, mais un prix plus abordable. Et bien, si aujourd'hui je veux lancer mes propres vêtements de trail, je veux lancer une nouvelle gamme, une nouvelle marque, et mon entreprise veut se lancer sur ce marché, et ben, je peux me servir de ce mapping pour venir positionner mon offre. Mais si je me positionne tout en haut à droite avec des produits qui vont être vendus cher mais de très bonne qualité, il faut aussi que mon entreprise soit en capacité de le faire. Est-ce que j'ai la capacité de fabriquer des produits qui vont être plus haut de gamme que les marques haut de gamme qui sont actuellement placées sur le marché? Nous avons donc terminé avec le positionnement. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à votre univers de référence et à bien choisir vos axes de positionnement pour définir un positionnement qui soit cohérent sur votre marché en fonction des concurrents et des attentes du marché. Et ensuite, vous allez donc réfléchir aux attributs de votre produit ou de votre service, donc de votre proposition de valeur, pour que votre offre corresponde vraiment à ce positionnement-là et soit bien perçue par les consommateurs.